Bonsoir, nous sommes en direct de l'Assemblée de Corse où la session vient de se terminer. Je suis aux côtés des conseillers territoriaux Jean-Félix Acquavi pour le groupe Fapopolinsem, Valérie Bozzi pour Unsofiono, Paul-Félix Benedetti pour Corinne Front ainsi que Pierre Poli pour Avansem. Messieurs, dames, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors hier soir à minuit, l'Assemblée a voté les écritures constitutionnelles rédigées lors de la dernière rencontre avec Gérald Darmanin. Le texte a été scindé en 3. Chaque partie a fait l'objet d'un vote séparé. Pour faire court, la notion de communauté historique et le référendum ont recueilli 62 voix pour et un seul contre, celui de Josefa Giacometti. En revanche, les 4 alinéas du texte qui concernent le transfert du pouvoir législatif et normatif ont été regroupés. La proposition n'a recueilli que 49 voix pour, 13 contre et une abstention. Majoritairement, la droite et Josefa Giacometti ont voté contre. Alors cette partition en 3, Paul-Félix Benedetti, c'était un petit peu votre idée à un moment donné dans la journée d'hier. Pourquoi ? Oui, parce qu'on s'est retrouvé à être en gros la pièce bloquante puisqu'on refusait un vote à la découpe parce que je considérais que dans le cadre de l'évolution constitutionnelle, les accords scellés à Paris étaient validants et qu'il n'y avait pas de possibilité d'un retour en arrière. Or, s'il y avait un vote séparé sur le transfert de pouvoir normatif et de pouvoir législatif, il y avait un risque absolu pour qu'à Paris on ne retienne que le vote qui était le vote le plus fort, à savoir celui du pouvoir normatif simple. Donc on a bloqué là-dessus et pour donner la possibilité aux progressistes non nationalistes de mettre une pierre à l'édifice et de respecter la contribution forte qu'ils ont eue dans l'élaboration du document, il a été proposé de voter le premier article qui est un article politique de fond, c'est le pourquoi du droit à l'autonomie, c'est l'histoire de la Corse. C'est donc dans ce cadre-là qu'il y a eu la séparation. Le dernier, la partie du vote référendaire, elle ne devrait même pas être dans l'article constitutionnel. Il est là pour rassurer tout le monde et pour donner la parole au peuple in fine avec ce vote validant de l'étape du pouvoir législatif, du pouvoir normatif et du statut complet. Tout ça dans le cadre de la loi organique. Alors Emmanuel Macron avait demandé le 29 septembre dernier à ce que l'on trouve un accord le plus large possible. 6 mois plus tard, donc aujourd'hui, le but était de rallier notamment la droite. Je vous propose d'écouter Gilles Simeoni. Et je veux souligner, sans préjuger de ce que seront les débats, que le fait que le travail que nous avons mené ensemble pendant 6 mois ait conduit les représentants, présidents et les coprésidents de groupe, Unsofiono, à valider cet alinéa premier et l'arrière-plan politique et juridique est pour nous, et en tout cas pour moi, un pas considérable que je salue. Et nous l'avons dit ce matin, nous ne sommes pas ici pour soupeser au trébuchet le poids respectif des concessions réciproques que nous avons dû faire. Vous en avez fait beaucoup. Je m'adresse au groupe Unsofiono. Nous en avons fait également dans la diversité de nos appartenances respectives. Alors hier, les tractations ont duré du matin 9h jusqu'à l'entrée en session à 17h, passé pour définir les modalités du vote que l'on vient d'évoquer avec la finalité donc de rallier la droite. Jean-Félix Acquavi, on a dit qu'il y a eu des pressions de la part du gouvernement aussi pour essayer de ne pas voter d'un seul bloc et que le conseiller de Gérald Darmanin, Grégory Canal, aurait été très insistant. Écoutez, moi, j'ai pas d'écho de ce style. Moi, je m'en tiens simplement à la séance ouverte, transparente, devant les Corses qui s'est tenue hier et qui a été, je dois dire, de haute tenue. Je pense que l'Assemblée de Corse, il faut le dire, a fait preuve, dans le respect des divergences de chacun, d'une grande maturité politique à la hauteur de l'instant et à la hauteur de ce que l'on veut proposer aux Corses pour leur avenir. Ça s'est passé dans le respect, ça s'est passé en disant les choses, personne n'a rien caché. Pas de pression de la part du gouvernement. En tout cas, à mon niveau, je n'ai pas entendu, les autres s'exprimeront, à ce qu'il y a eu de pression hier. Je crois que ça s'est déroulé sans tension d'ailleurs. Je crois, sinon il y aurait une tension qui aurait voyagé dans les bancs. On connaît ce genre de tension, on les a vécues par ailleurs, y compris à l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'il faut surtout retenir la maturité politique des élus d'hier. Alors, Pierre Poli, hier matin, on lisait un entrefilet de Jean-Christophe Angelini qui disait encore ce matin être favorable à un vote à tiroir. En revanche, vous-même auriez été pour un vote sur l'intégralité du texte. Ça veut dire qu'au sein du groupe, il y a des divergences ou bien ça veut dire qu'il fallait... Pas du tout, il n'y a pas de divergence. À la base, bien sûr qu'on aurait préféré un vote, je dirais, bloqué, mais
on voulait laisser une possibilité justement au groupe de Sofiunov de voter une grande partie de ce texte. Ce qui nous permettait d'aller plus loin que le rapport, je dirais, du 5 juillet, et permettre justement à Sofiunov de voter la partie importante aussi de ce texte. Il n'y a aucune ambiguïté entre Jean-Christophe Angelini et moi sur ce sujet. Valérie Boîtier, on va terminer ce tour de table avec vous, mais on écoute d'abord un extrait de l'intervention de Jean-Martin Mandoloni. Vous avez pour objectif d'exercer toutes les compétences législatives sauf le régalien. Je ne vous blâme pas. Dans ces compétences-là, il y a des compétences, je pense à la sécurité sociale, je pense au régime de retraite, je pense à l'éducation nationale, je pense à la santé, qu'à titre personnel, est-ce que vous nous en reconnaissez le droit? Je n'ai pas envie, je ne souhaite pas que ces compétences-là, non régaliennes, soient exercées par une assemblée délibérante comme la nôtre. Alors Valérie Boîtier, vous êtes prononcé, vous, pour un transfert du pouvoir législatif. Vous-même, Charlotte Terrigue et Cathy Cognette, Tourquigne ont voté pour. Abstention d'Angèle Chiappini. 12 élus de votre groupe ont voté contre. Alors, assumer une coprésidence en l'espèce, est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est compliqué? Bien sûr, il y a, on l'a dit depuis le début, deux tendances. Elle est pleinement assumée. Moi, j'ai participé de A à Z au processus. J'ai élaboré la délibération du 5 juillet avec mes collègues qui proposaient un pouvoir d'adaptation uniquement, pensant qu'à Paris, on était réceptif uniquement à ce pouvoir d'adaptation. Les nationalistes ont fait leurs propositions avec l'ensemble des fondamentaux nationalistes et le président est venu nous demander un compromis, un consensus. Donc j'ai participé avec Laurent Marcangel notamment, parce que vous ne le citez pas dans les élus du groupe Bunsofiono, mais c'est quand même lui qui a conduit la liste. J'ai participé à ce consensus et il en est sorti ce texte. Hier, c'était un point d'étape de ce processus. J'ai donc, en élu ayant participé à l'ensemble du processus, validé le texte qui est proposé, un texte qui me semble être un bon compromis entre ce que nous proposions et ce que proposaient les nationalistes, puisqu'ils ont fait des concessions. Nous en avons fait aussi, parce que l'objectif, c'est quand même que ce processus continue, qu'il y ait des avancées. C'est l'intérêt général de la Corse. Donc effectivement, il y a ces deux tendances dans le groupe qui coexistent. Ou est-ce qu'il y a une tendance ultra-majoritaire et quelques-uns qui sont minoritaires? Non, puisque comme je vous le dis, si on compte, et vous excluez aussi, vous oubliez Pierre Jong qui faisait partie de ce groupe et qui a quitté parce que il était en divergence. Il va vous rejoindre dans un intergroupe sur ce point. Non, on en est, comme je vous le dis, pas là. Il y a deux tendances assumées. Moi, je respecte la position de mes collègues qui est, pour certains par conviction, pour d'autres pour technique politicienne. Peu importe, en tout cas, c'est une position respectable. On peut comprendre qu'il y ait des craintes sur un pouvoir législatif. Moi, je pense que si c'est cadré, comme ça a été avec un contrôle du Conseil d'État, un contrôle du Conseil constitutionnel et des compétences bien précises, et je suis élue de terrain et je vois qu'au quotidien, ça peut être aussi un moyen de débloquer des situations. Donc, j'ai pas aujourd'hui cette crainte, mais le débat se portera tout de même au moment des lois organiques pour voir quelles compétences seront effectivement transférées et de quelle manière nous les mettrons en œuvre. Mais après, je peux comprendre cette tendance et je la respecte. Et encore une fois, le groupe s'est rassemblé au moment du vote de la délibération. Il ne faut pas l'oublier. La délibération a été votée à l'unanimité, sauf Josefa Giacometti, qui effectivement, en cohérence, elle aussi a voté contre puisqu'elle n'avait pas participé à l'ensemble du processus. Et encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, nous sommes réunis pour voter contre le budget présenté par le président de l'exécutif. Donc pas de difficulté pour cette coexistence. En revanche, vous mentionnez Laurent Marcangeli. Il est effectivement président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, comme chacun sait. C'est lui qui a porté la liste. Il a soutenu le transfert du pouvoir législatif. Il est pressenti, du moins, il s'est positionné pour être rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. Est-ce que sa légitimité aujourd'hui, avec seulement 3 élus qui le suivent, est-ce qu'elle n'est pas compromise? Alors, la légitimité de Laurent, je pense, est loin d'être compromise. C'est un élu de terrain qui représente une forte population et qui, au contraire, est plus que légitime et qui a quitté notre groupe parce qu'il a été élu, justement, député et maintenant président d'un groupe à l'Assemblée nationale. Donc, la légitimité de Laurent, je pense, ne fait aucun doute, tant sa légitimité politique que sa représentation sur le territoire. Donc, au contraire,
contraire, je crois qu'il a été un allié de poids dans ce processus. Il a été d'ailleurs remercié par le président de l'exécutif et il sera encore un allié pour la Corse dans l'ensemble de ces questions. Et encore une fois, c'est un compromis. Le compromis, on comprend bien qu'il déplaise du côté des nationalistes, qu'il peut déplaire du côté de la droite, mais il faut aussi des personnes qui, comme Laurent, comme moi, font le chemin vers les autres. Et c'est ce que nous avons voulu dans ce processus. Dernier élément qui concerne spécifiquement la droite avant de poursuivre ce débat. Est-ce qu'il y a des voix extérieures au groupe qui ont pesé? On peut penser à quelqu'un comme Jean Badjon, on peut penser à Jean-Jacques Panounzi. Est-ce que ces gens-là qui sont plutôt hostiles à l'évolution législative, est-ce que ils ont eu, on va dire, un rôle de lobbying durant ces quelques jours? Alors, je ne sais pas s'ils ont eu un rôle de lobbying. Honnêtement, les personnes et les élus du groupe se sont positionnés en hommes et en femmes libres, par conviction, pour la plupart. Ils n'ont pas attendu l'appel de quelqu'un la veille du vote. On le sait et ça tourne depuis plusieurs mois. Lorsque, avec Laurent, nous sommes positionnés vers cette voie-là, il y a eu tout de suite des personnes qui ont dit qu'elles n'iraient pas. Et je crois que depuis le début, les personnes qui se sont affichées comme réticentes n'ont pas évolué et inversement. Et encore une fois, parce qu'elles ne sont pas au cœur du processus et parce qu'elles n'ont pas le même raisonnement de convergence, parce qu'elles restent dans une vision qui est une vision d'élus de groupes de droite et on peut le respecter. Avec Laurent, on a choisi, et parce qu'on est au cœur du processus, on a choisi une autre vision. J'espère et je pense qu'elle sera payante pour que, encore une fois, il y ait ce consensus le plus large possible. C'était cette volonté que nous voulions. Elle a été hier. Donc, nous sommes ravis que le processus puisse aboutir. Parmi les votes contre, il y a celui de Josefa Giacometti du tout jeune mouvement Nation. On écoute un extrait de son intervention. L'art de la négociation, et vous le savez aussi, c'est le rapport de force. Entre rapport de force et compromis, c'est là qu'on parvient à des accords acceptables. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas discuter, mais il ne fallait pas se neutraliser avant toute chose. Les batailles sont devant nous, vous l'avez dit. Non, sur certaines choses, elles ne pourront pas revenir. Alors, avec respect pour chacun, je ne désigne pas ceux qui sont patriotes ce soir selon comment ils voteront et ceux qui ne le seront pas. Je ne me permets pas de délivrer des brevets, je ne permets pas qu'on m'en délivre non plus, mais loin de moi cette idée. Dans le respect de chacun, sur les faits, factuellement, c'est une faute stratégique et une faute politique pour des nationalistes que de s'engager ce soir, parce que je crois que c'est un verrou et non pas un pas décisif. Paul-Félix Benedetti, vous êtes également indépendantiste. Quel est votre ressenti? Le vote d'hier, c'est un verrou ou c'est un pas décisif selon vous? C'est dans le micro. Moi aussi, je rêve. Je rêve au grand soir, je rêve au grand jour. Mais après le rêve, je me réveille. Et j'ai cette réalité au quotidien, l'état des forces patriotiques, l'état du rapport de force et la négociation, elle est arbitrée à l'aune justement de ce rapport de force politique. Les nationalistes sont au pouvoir maintenant depuis 9 ans. Moi, je siège bientôt depuis 3 ans. Il y a eu les 6 années hantées. Ces 6 années avant, il y a eu un protocole transactionnel très fort avec l'État et il y a eu une délibération de l'Assemblée de Corse présidée par un président indépendantiste, l'article numéro 42-2018, enfin la délibération 42-2018, elle est très en deçà de celle qu'on a votée hier. C'est le pragmatisme qui vous pousse finalement Moi, je n'ai pas de pragmatisme. Moi, je suis à une discussion, je vais au maximum de ce que je peux demander. Quand j'ai défini la limite sur laquelle je ne peux pas descendre, je ne descends pas. Et j'essaye de faire surnager à cette limite tous ceux qui sont autour de moi. Et je pense y avoir réussi. Alors la question est de savoir quel sera le cheminement de ce texte. Jean-Félix Akouaoui, 3 élus de droite seulement vous rejoignent. Ça envoie quand même un signal à la droite au Parlement et notamment au Sénat, où Gérard Larcher et Bruno Retailleau ne font pas mystère de leur opposition à l'octroi d'un pouvoir normatif. Vous savez, moi je crois qu'il n'y a pas de lien entre ce qui s'est passé à droite ou à l'Assemblée de Corse hier et ce qui va se passer dans le groupe LR de l'Assemblée nationale, qui est une chose, dans le groupe LR du Sénat, qui en est une autre, dans la majorité sénatoriale, il y a encore l'Union centriste. Cette diversité, c'est l'apanage du Parlement. Et je crois qu'il y a eu des premiers propos
qui ont été, que j'ai qualifiées en ce qui me concerne de saillies, quelquefois un peu insultantes, en parlant de communautarisme, de certains leaders. On était au début de l'annonce de l'accord avec le gouvernement. Il y a des semaines qui vont passer, il y a un travail de conviction qui va être fait, de pédagogie. Chacun va s'y mettre. Il y a Laurent Marcangeli qui, bien sûr, sera avec nous et tous les députés seront unis. Et c'est important de le dire. Les députés corses seront unis dans la bataille par rapport à l'Assemblée nationale et au groupe. Mais aujourd'hui, vous avez déjà un ressenti. Vous siégez à l'Assemblée nationale, vous faites du lobbying auprès du Sénat. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on désigne des blocs, on dit le Sénat est contre, déjà, c'est caricatural. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une diversité de groupes au Sénat qui, d'ailleurs, est assez particulière au Sénat, qui fait que nous avons tous des discussions avec des sénateurs. Les choses peuvent évoluer. Il y a un chemin. Et bien sûr, il faudra aussi qu'on se tende la main, y compris avec le sénateur Panuzzi, pour que les choses atterrissent comme elles doivent atterrir. Parce qu'on ne peut pas aller contre une délibération comme celle d'hier, sinon le Sénat ne serait plus du tout la chambre du territoire corse, puisque c'est soi-disant la chambre des territoires. Elle serait la chambre contre le territoire corse. Avec une partie votée à 98%, une autre à 78%, c'est un résultat incontestable démocratique, qui est d'ailleurs relevé comme tel par tous les médias continentaux aujourd'hui, et même par les instances gouvernementales à Paris que nous avons eu au téléphone aujourd'hui, ou même du Parlement qui nous a dit bravo, ça s'est même passé hier. Donc il faut aller sur ce cheminement-là, ça va être ardu, difficile, néanmoins il y a un chemin démocratique et le travail commence. Alors le travail commence, c'est ce qu'on vient d'entendre. Quel peut être le travail de lobbying justement? Un travail important qui nous attend, je pense le plus important maintenant depuis le vote d'hier. Il va falloir présenter aux Corses un rapport circonstancié avec... rentrer dans les détails. Ça n'a pas été fait selon vous, cette pédagogie, elle n'a pas été faite. Qui a été faite, mais le plus important n'a pas été fait, je pense. Et pouvoir donner aux Corses, avant ce vote du référendum, des éléments pour pouvoir apprécier justement le vote qu'ils vont faire. Donc je veux dire, aujourd'hui, on a un gros travail devant nous, des chiffres à mettre en place pour pouvoir dire aux Corses ce qui va se passer. On ne va pas leur mentir en leur disant que l'autonomie va régler d'un coup de baguette magique tous les problèmes. Mais on va leur expliquer que ça peut nous permettre d'avancer et de faire avancer la Corse. Valérie Boyd, sur cette volonté exprimée de convaincre, comment convaincre vos collègues, vos homologues nationaux, quand ici la droite n'est pas convaincue? Non, mais justement, je crois que même si elle n'est pas convaincue sur une partie du texte, elle est convaincue sur la nécessité de porter la Corse dans la Constitution française, de l'ancrer dans cette Constitution et de faire reconnaître ses spécificités. Donc je crois que la voix de la Corse doit être unie à Paris. Ce qui s'est passé à l'Assemblée de Corse est passé. Le texte a été voté et maintenant il va falloir que nous tous, nous le défendions parce que effectivement ce sera aussi de cette manière qu'il sera accepté par le Sénat qui est attentif effectivement au territoire. Et moi c'est dans ce sens-là aussi que j'ai participé en tant que représentante de l'Assemblée de Corse. Aujourd'hui, il faut que la voix de la Corse soit forte à Paris. Forte à Paris, on sait qu'il y aura une rencontre avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'on a des éléments de calendrier? Est-ce qu'il y a déjà une convocation? Jean-Félix Saccoui. On a dit qu'une rencontre serait prévue après le vote. À ce stade, aujourd'hui, je pense que personne n'a de nouvelles. Néanmoins, il est normal que le président de la République, comme convenu, qui est le garant des institutions, prenne la main aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés à la fin du processus Beauvau. L'Assemblée de Corse, dans les délais, a délibéré. Nous sommes au stade d'une écriture constitutionnelle. On parle d'un projet de loi constitutionnelle. C'est effectivement au président de la République de voir les élus corses, mais aussi certainement de contacter les forces politiques françaises. Je crois que ça sera prévu en la matière, puisqu'il y a des rencontres de Saint-Denis qui existent, et décidera, on l'espère, de suivre, c'est ce qu'on attend tous, l'écriture constitutionnelle à déposer au Parlement, quand il faudra voir. Donc tout ça, ce sont les éléments de l'étape qui arrive, le calendrier et le discours, la parole du président de la République. Alors l'autre dossier important de cette session, c'est le vote du budget primitif. Toute l'opposition a voté contre aujourd'hui. Dans les grandes lignes, c'est un budget de 1,423 milliard d'euros avec 1,37 milliard en fonctionnement, en hausse de 2,62% et un investissement de 385 millions en baisse de 8,97%. Alors ce débat a été expliqué tout à l'heure à nos auditeurs et téléspectateurs par Marc-Antoine Renouch, mais si vous êtes d'accord, on va s'attarder notamment sur un point, ce souhait de demander un nouveau pacte fiscal et budgétaire. Alors même les opposants qui ont voté contre, Paul Félix Benedetti, sur cette notion-là, rejoignent finalement la majorité. Il faut changer de cadre, c'est ce que vous dites? Le pacte fiscal et budgétaire à venir dans le cadre de l'autonomie, c'est la compensation financière
dont on a besoin pendant quelques années, le temps d'avoir un accostage économique avec nos propres ressources fiscales et nos propres créations de richesses. C'est le lot de toutes les régions autonomes. Elles ont la compensation de l'État national. Sinon, on discute de l'indépendance. Le chantage à l'abandon des cofinancements étatiques est indigne. C'est un peu ce qui est fait sournoisement. Maintenant, nous, on attend d'avoir, Jean-Félix vous l'a dit, tous les chiffres économiques de la Corse. On ne les a pas. On les a demandés, on les a réclamés, on nous a dit qu'ils sont prêts, mais on nous a toujours pas donné. Et on l'a donné, Valérie, conjointement, tous les groupes. Chacun veut savoir où en est l'économie de la Corse en termes de fiscalité propre et en termes de fiscalité directe et indirecte. On ne sait pas. Maintenant, le pacte fiscal, un grand programme d'investissement, tout le monde sait qu'on en a besoin. La Corse n'a pas encore atteint le niveau d'équipement structurel qui aurait dû être donné par l'ancien PEI. On parle de 4 milliards à venir, mais en même temps, on parle aujourd'hui d'une rigueur. Sauf que les disponibilités économiques intrinsèques de la collectivité de Corse, aujourd'hui, elles sont de 100 millions d'euros par an. Et chaque année, elles vont diminuer parce que ces 100 millions d'euros sont consommés par l'inexorable augmentation des frais de fonctionnement. Ne serait-ce que la masse salariale des 5000 agents de la collectivité territoriale qui augmente de 12 millions d'euros tous les ans, naturellement, par le vieillissement et la carrière des agents. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est mort-né. Il faut en sortir. Valérie Botte, la droite unanime cette fois est très critique vis-à-vis de la gestion financière de cette mandature. Pour autant, vous reconnaissez aussi qu'il faut que ça change. En quoi ? Nous sommes très inquiets effectivement sur le niveau d'endettement et sur le déficit milliard chronique. De dettes et 186 millions d'emprunts supplémentaires cette année. Effectivement, donc bien sûr c'est inquiétant. Bien sûr que au moment de la fusion de la création de la collectivité unique, il aurait fallu déjà négocier ce pacte parce qu'on voit bien que la collectivité unique aujourd'hui elle a du mal à fonctionner parce qu'elle n'a pas les moyens nécessaires. Donc aujourd'hui on est dans cette négociation et il va falloir demander des moyens supplémentaires pour la collectivité de Corse, mais j'élargis parce que les communes et les EPCI de Corse aussi ont des difficultés supplémentaires par rapport à celles du continent. Ça fait partie des spécificités. Il va falloir en parler pendant ce dispositif de pacte budgétaire qui sera mis en place, je l'espère, avec les nouvelles compétences qui nous sera transférées. Mais effectivement, on attend encore les chiffres qui ne nous ont pas été transmis. On les a demandés depuis un peu plus d'un an. Ce sera une des urgences du processus s'il se poursuit. Pierre Paul, un mot là-dessus, vous êtes également maire, oui, on parle d'un pacte général. Ce budget, nous avons voté contre le budget, c'est pas une critique systématique. Hein. Quand même, sur le budget, il y a une critique qui est très forte, nous avons proposé au président du Conseil exécutif de nous réunir et d'essayer de travailler sur ce budget. Quand on travaille sur un budget, on ne peut pas travailler uniquement sur la colonne des recettes. Il faut travailler aussi sur la colonne des dépenses et voir comment on pourrait arriver à trouver un équilibre. Après, ce pacte, comme disait Valérie, il est indispensable. Et après, ce problème de budget, tout le monde le ressent. Dans ma commune, je le ressens, je pense que les EPCI le ressentent aussi. L'État le ressent, puisqu'aujourd'hui on nous parle de milliards d'économies. Donc il va falloir trouver des solutions rapides, et peut-être le processus en fera partie justement peut-être des solutions. Alors, justement, on parle de processus, les deux choses sont liées, mais elles sont séparées aussi. Ce pacte, finalement, c'est à travers la loi de finances que vous voudriez le mettre en place. Ça veut dire que le travail commence indépendamment de ce qui est prévu au plan constitutionnel. Oui et non. Oui, dans la transition immédiate, puisque ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que la volonté de faire des économies entre 10 et 20 milliards d'euros du fait du déficit de l'État soit appliquée de manière verticale et en silo sur la Corse sans prendre en compte ses spécificités. Ça, c'est dans le très court terme, parce que ça risque de frapper de plein fouet la collectivité de Corse, mais aussi les communes, les intercommunalités et donc les ménages. Donc ça, c'est un premier point à éviter en défense dans la loi de finances, mais évidemment qu'il faut un pacte fiscal et budgétaire qui mord pour partie sur la loi de finances. C'est ce que disait Paul Félix, c'était la compensation financière, l'autonomie financière et la reconnaissance d'un transfert spécifique qui pour partie n'a pas été reconnu au départ, y compris de l'ancien gouvernement Valls lors de la fusion, mais pas simplement. Et puis, il y a la capacité autonomie fiscale si nous avons les chiffres. Alors, nous avons, même si nous n'avons pas le chiffre de Bercy, des chiffres dynamiques de l'INSEE qui nous démontrent que la croissance appauvrissante, c'est-à-dire que nous avons une population pauvre, mais nous avons une croissance touristique et démographique qui fait que on sait qu'il y a quand même des montants d'impôts qui augmentent fortement en Corse et qu'on a intérêt pour partir à l'autonomie fiscale. Et moi, j'en suis un des principaux militants comme d'autres ici, puisqu'on a droit à cette dynamique fiscale qu'on n'a pas aujourd'hui, pour mettre la Corse dans une bulle. Quand je dis la Corse, je parle de la collectivité et les communes. Dans cette grande crise du déficit public où il ne faudrait pas se laisser emporter par un débat général
puisque nous avons justement ce processus. Donc autonomie fiscale et compensation financière dans une mixité normale pour nos régions autonomes demain, et compétences fiscales pour créer des outils fiscaux nouveaux. Je pense évidemment au problème de la fiscalité du patrimoine, je pense évidemment à la fiscalisation de certains flux. D'ailleurs, la fiscalisation des flux, quand vous entendez parler de flat tax à augmenter, on parle de la taxation des flux au niveau français. Donc ça veut dire qu'il faut aller sur ce terrain-là avec nos petites marges de manœuvre autonomes. Demain, ce sont des questions qu'il faut poser rapidement, parce que c'est vrai que la collectivité de Corse a des compétences qui en charge et dans un fonctionnement mécanique qui augmente, mais elle est prise dans un étau de dotation constante, gelé, c'est le cas de la dotation continuité territoriale, et il faut sortir de cet étau. Alors, un chiffre a été donné aujourd'hui, la part de la TVA dans les recettes des régions, et ce sera un peu la conclusion, en moyenne française, elle est de 54%, pour la collectivité de Corse, elle est de 21% seulement. Vous voulez passer à quelque chose de statique, d'une chose statique à une chose dynamique, c'est un petit peu ça l'enjeu, je ne sais pas qui peut répondre. L'histoire de la TVA, c'est le raté de la discussion justement avec Manuel Valls au moment de la fusion des départements, avec la collectivité de Corse. On a dit on vous maintient les budgets, on les a maintenus à l'instant de la fusion, c'est-à-dire en valeur 2015, à prendre date en 2018, avec une enveloppe de TVA figée. Sauf qu'entre-temps, à l'époque, il n'y avait pas d'inflation. On était sur une période même de déflation. C'est une époque où on arrivait à emprunter à taux négatif sur les banques centrales. Depuis, il y a eu la crise de la guerre en Ukraine, d'autres crises mondiales qui font que la TVA ne cesse d'augmenter. Sauf qu'en Corse, elle est figée. Donc on perd des recettes mécaniquement. Pareil sur la taxe sur les pétroles, qui est une grosse partie du budget de la CTC. Elle est figée pour plus de la moitié. Elle ne bouge pas, alors que les prix ont pratiquement pris 50% en quelques années. Donc on ne maîtrise pas notre. On arrive à la fin de cette émission. Ça veut dire qu'une autonomie. Merci, on a compris le message. Il faut maîtriser fiscalement. Messieurs, dames, merci d'avoir accepté cette invitation à débattre. Tout de suite, votre journal en langue corse, il est présenté ce soir par Frédéric Danesi.